J'ai pensé à t'envoyer l'histoire de mon frère depuis un certain temps, mais écrire cela s'est avéré beaucoup plus difficile que je ne le pensais au début. J'ai perdu mon frère il y a quelques années. Il était policier la majeure partie de sa vie, mais il a pris sa retraite anticipée pour des raisons médicales après avoir été poignardé presque 20 fois lors d'un contrôle de police. Selon lui, le type s'est fait passer pour quelqu'un de saoul comme une Cuba pour pouvoir s'approcher suffisamment et sortir son couteau. Et ensuite, il a presque transformé mon frère en passoire avant qu'il ne puisse se défendre. Je ne pense pas qu'il ait vraiment eu besoin de retravailler, mais il n'était pas non plus prêt à prendre sa retraite complètement à 41 ans. Alors il s'est mis à être détective privé avec une petite agence en périphérie de Sacramento. Ce n'était pas exactement quelque chose de rempli d'adrénaline ni d'action, mais c'était suffisant pour gonfler ses économies et garder ses mains occupées loin du mauvais chemin. De toute façon, le dernier travail qu'il a pris était quelque chose de plutôt proche de son cœur. Selon son ancien patron, l'entreprise avait été engagée pour traquer un ancien policier, quelqu'un qui avait une histoire étrangement similaire à celle de mon frère. Celui-ci avait également reçu une retraite anticipée pour des raisons médicales après qu'un contrôle de police ait mal tourné, mais l'incident était considérablement pire que celui que mon frère avait vécu. Non seulement il a perdu son partenaire de patrouille dans la fusillade qui a suivi, mais il a aussi failli mourir plusieurs fois à cause de ses propres blessures, ce qui lui a laissé une forme complexe de troubles de stress post-traumatique. Il avait suivi un programme de thérapie identique à celui de mon frère, ça n'avait tout simplement pas fonctionné pour lui comme cela avait fonctionné pour Martin. Je pense que c'est ce qui a tant affecté Martin. Dans son esprit, il aurait facilement pu être celui qui perdait la tête et disparaissait, tout en effrayant sa famille dans le processus. D'après ce que j'ai entendu, Martin a passé beaucoup de temps, ou quelque chose comme ça, à traquer le type. Comment diable a-t-il réussi quand la police n'a pas pu ? Je ne sais pas avec certitude, mais il a dû aller parler au type en face à face vers septembre, car c'est à cette époque-là qu'il a cessé de répondre à son téléphone. Martin avait l'habitude de se plonger beaucoup dans son travail, donc ce n'était pas si inhabituel de ne pas avoir de nouvelles de lui pendant quelques jours. C'est lorsque ma belle-sœur nous a appelés pour nous dire qu'elle n'avait pas non plus parlé avec lui que nous avons commencé à nous inquiéter. Le type qu'il cherchait aurait pu avoir disparu du radar, mais Martin avait toujours son portable avec lui quand il travaillait. Tout ce qu'il a fallu pour que la police le retrouve, c'était de traquer son téléphone. Et bingo, ils ont trouvé son corps. Martin avait été tué par une arme à feu piégée que quelqu'un avait accrochée à un arbre. La police pense que c'était le type qu'il cherchait, mais cela aurait bien pu être quelqu'un qui était avec lui. Ils avaient rempli sa sale cabane de redneck avec des pièges explosifs et avaient également en placé quelques-uns dans toute la forêt environnante. C'est un miracle que Martin soit allé là-bas tout seul. Autrement, de nombreuses autres vies auraient pu être perdues. C'est ainsi que je rationalise cela pour moi-même. Que même dans la mort, il sauvait des vies et protégeait les gens. Je ne comprends tout simplement pas ce qui pourrait pousser quelqu'un à mettre des pièges chez lui de cette manière, comme si « de quoi as-tu si peur que tu dois mettre des fusils reliés à des fils ou quoi que ce soit d'autre ?» D'après ce que je sais, il n'avait vraiment rien fait de mal, donc la police ne le cherchait pas au-delà d'être inscrit comme personne disparue. Je comprends totalement qu'il souffrait de problèmes de santé mentale et qu'il ne se comportait pas de manière rationnelle, mais et s'il n'était pas aussi fou que les gens le faisaient paraître ? Et s'il était réellement poursuivi par des personnes justifiant un tel niveau de défense et de précaution ? Écoute, je n'excuse pas le rôle que le type a joué dans la mort de mon frère, mais après tout le chagrin, la colère et la haine, il ne me reste que des questions sans réponse. Évidemment, le type a été accusé d'homicide par négligence imprudente, mais la police pense qu'il a soit entendu le tir du fusil, soit trouvé le corps de Martin, car il a quitté la zone peu après. Je sais que Martin faisait face à quelque chose de lourd. Il n'aurait pas été aussi obsédé par l'affaire autrement. Il avait une idée approximative de l'emplacement du type. Pourquoi ne s'est-il pas simplement passé cette information à la famille ? Et c'est à l'ère de la technologie des drones aussi, quelque chose que je sais que Martin aimait. Alors pourquoi se donner la peine d'aller là-bas alors qu'il aurait bien pu prendre quelques photos avec un drone ? Martin était de loin la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et il a toujours été ainsi depuis que nous étions enfants. Il était incroyablement courageux, mais aussi incroyablement intelligent, et je ne pense pas qu'il se serait jamais mis en danger, à moins que cela ne soit vraiment nécessaire. Tout cela ne me semble tout simplement pas logique, et peut-être que c'est juste la façon dont le deuil se manifeste maintenant, mais je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose de beaucoup plus sombre se passait que simplement un ancien policier traumatisé.
Le pire, c'est que je ne pense pas que l'un d'entre nous obtiendra des réponses claires tant qu'ils n'attraperont pas le type, ce qui, entre nous, pourrait ne jamais arriver. Je suis désolé que cela n'ait pas de grande conclusion ni rien de ce genre. Dieu sait que j'aurais aussi souhaité qu'elle soit là, mais pour moi, c'est une horreur avec laquelle j'ai appris à vivre chaque jour. Que mon frère est parti et qu'il ne semble y avoir aucune raison ni logique là-dedans. Mes parents ont engagé un détective privé pour retrouver ma sœur, qui s'était enfuie avec son petit ami, beaucoup plus âgé qu'elle. Cela s'est avéré être l'une des plus grandes erreurs qu'ils aient jamais commises. Elle n'avait que 18 ans à ce moment-là, légalement une adulte, donc peu importe combien ma mère et mon père ont supplié la police de la ramener à la maison, il n'y avait absolument rien qu'ils pouvaient faire. C'est là qu'intervient le détective privé. J'étais assez jeune lorsque tout cela s'est produit, donc mon seul vrai souvenir de toute cette affaire est lorsque la police est apparue à notre porte et que ma mère a commencé à crier lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle. L'enquêteur privé est arrivé dans l'appartement où il croyait que ma sœur et son petit ami se trouvaient. Il était censé contacter nos parents une fois qu'il avait confirmé cela, mais la police pense qu'il a voulu faire une identification positive. Alors il s'est dirigé directement vers la chambre et a frappé à la porte. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite, même après avoir vu les images de la caméra de sécurité. La police n'a pas pu déterminer avec certitude qui a sorti l'arme ou a tiré le premier. Mais quelqu'un l'a fait, et une fois que ça a commencé, il n'y avait plus de retour en arrière. Le petit ami de ma sœur avait un revolver, mais l'enquêteur privé avait 17 balles dans ses chargeurs. Ainsi, 6 balles ont été tirées dans une direction, mais 17 dans l'autre. Quand tout a été terminé, l'enquêteur privé était mort, le petit ami était mort, et la police a trouvé ma sœur dans la salle de bain. Elle avait reçu une balle dans le bras et une autre dans le cou. Elle a tenu jusqu'à son arrivée à l'hôpital, mais son cœur s'est arrêté alors qu'ils essayaient de la stabiliser. Peu de temps après cela, je me suis réveillé au son des cris de ma mère et des lumières bleues et rouges clignotant à l'extérieur. Pendant longtemps, les lumières d'urgence m'ont causé quelque chose, et encore aujourd'hui, elles me donnent une petite poussée d'anxiété chaque fois que je les vois, parce que je pense toujours que, où qu'elles aillent, quelqu'un criera, tout comme l'a fait ma mère. Au cours de toutes mes années dans l'application de la loi, 2 choses n'ont jamais cessé de m'étonner. Numéro 1. Il n'y a pas de loi auxquelles un criminel ne se rabaissera pas pour tirer profit. Et numéro 2, même les situations qui semblent les plus pacifiques ont le potentiel d'exploser en violence. Mon exemple le plus récent de cela date de février 2020, juste avant que le Rona n'arrive, quand je travaillais sur la récupération d'un animal de compagnie. J'ai passé presque 20 ans au département de police d'Auckland et je travaille depuis 3 ans dans des enquêtes privées. Mais si tu penses qu'être enquêteur privé est un pas en arrière en termes d'intensité par rapport au travail policier, tu te trompes. Mais ne t'inquiète pas, ça ferait de nous deux. Je pensais qu'être enquêteur privé serait un moyen facile de remplir mon compte bancaire pour avoir quelque chose de mis de côté pour mes enfants. Il s'avère que c'est tout le tumulte du travail d'un détective, et les criminels ont encore moins peur de te pointer une arme dessus. Le travail, c'est le travail. Alors j'ai continué. Quoi qu'il en soit, revenons au travail de récupération d'animaux de compagnie, quelque chose qui est devenu mon pain quotidien pendant quelques mois entre 2019 et 2020. Tu serais surpris de savoir à quel point les gens étaient prêts à voler les chiens des autres, et ce qui est le plus étrange, c'est comment un crime aussi rare que le vol de chiens a connu une forte augmentation. Principalement, on volait des chiots de race pure, mais il y a définitivement eu quelques cas où un bâtard a été présenté comme un chien de race pure, ce qui signifiait fondamentalement qu'aucun chien n'était en sécurité. Alors je reçois un appel de ce couple de personnes âgées, très polies, qui me dit que leur nouveau chiot de bulldog français a été volé. Si un animal est volé, le retrouver est facile, et c'est généralement une affaire que les policiers en uniforme peuvent résoudre. Si ce n'est pas le cas, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et en raison du grand nombre de vols de chiens, les enquêteurs privés se retrouvaient avec l'excédent de cas. Alors je prends tous les détails du vol, obtiens une photo du chien, puis je vérifie des sites comme Facebook Marketplace pour voir s'il y a des chiots de bulldog français à vendre. Je n'ai pas obtenu de résultat immédiatement, mais environ une semaine plus tard, je vois une annonce pour un chiot de bulldog français d'1 an à un prix ridiculement bas.
J'avais déjà travaillé sur des cas de vol de chiens auparavant, donc j'étais déjà un peu familier avec la mentalité des voleurs de chiens. Ils ont toujours de terribles excuses pour expliquer pourquoi ils vendent, comme le fait qu'ils ne peuvent plus se permettre de nourrir le chien ou qu'ils déménagent dans un appartement qui n'autorise pas les animaux. Mais quand tu leur demandes de te rencontrer dans un lieu public, comme un parc pour chiens, ils deviennent soudainement très insistants sur le fait que l'échange se fasse dans une résidence privée ou dans un endroit suspectement privé. Et bingo, quand j'ai demandé au vendeur de nous rencontrer dans un parc pour chiens à proximité, il m'a donné une excuse sur le fait d'être handicapé et m'a demandé de le voir chez lui. À ce moment-là, j'étais à 90% sûr que c'était mon homme. Mon plan habituel était simplement de me présenter et de lui expliquer que c'était moi ou les policiers avec des menottes. C'était généralement tout ce qu'il fallait. Après tout, les personnes qui profitent de petits chiens et de couples de personnes âgées ne sont pas vraiment courageuses ou dures. Alors plus tard dans la journée, je me rends chez le type, frappe à la porte et lui dis que je suis là pour le chien. Lorsqu'il ouvre, il sort le chien avec une laisse et je peux immédiatement dire que c'est le même chien que je recherche. Il est gris, avec des taches blanches et ses yeux verts brillants. Probablement le plus mignon que tu aies jamais vu. Le type est en train de s'excuser d'avoir perdu les papiers du chien en m'assurant qu'il a tous ses vaccins quand je lui dis directement le nom du chien. Le type l'appelait d'une autre manière et j'ai remarqué que le chien ne semblait pas répondre à ce nom, mais quand je l'ai appelé Oscar, comme ses propriétaires l'avaient appelé durant sa première année de vie, le chien a littéralement levé les oreilles et incliné la tête, comme pour dire « Je te connais, monsieur ?» L'escroc a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, mais en même temps, il était totalement engagé à faire la vente. Au lieu de me dire de partir et de retourner à l'intérieur, il m'a répondu en disant « Tu veux le chien ou pas, mec ?» Je lui dis non, et que je connais un couple de personnes âgées qui seraient très intéressées à retrouver leur cher Oscar. C'était un bluff total, comme je l'ai dit, j'étais seulement à 90% sûr que c'était le chien que je cherchais, peut-être seulement à 95% après que le chien ait répondu à son nom. Mais ensuite est venu ce que je ne peux décrire que comme une performance incroyablement convaincante de la part du voleur de chiens. Le type était complètement indigné. Il m'a dit qu'il savait ce que j'insinuais et qu'il avait les papiers pour prouver que c'était son chien, que si j'attendais juste une minute, il les apporterait et alors je lui devrais des excuses. Il en est arrivé au point où j'ai vraiment commencé à douter de moi-même. N'importe qui d'autre aurait abandonné l'acte à ce stade, mais le voilà, ce type, me renvoyant mon bluff avec une telle habileté que je me suis en fait retrouvé là, comme un idiot, attendant qu'il apporte des papiers qui n'existaient pas en premier lieu. Une minute plus tard, il réapparaît. Et j'attendais presque qu'il ait vraiment les papiers, mais non. J'ai instinctivement réagi quand il a lancé un coup vers moi, et dans la fraction de seconde où son poing a traversé mon visage, j'ai vu qu'il avait quelque chose de brillant dans la main. J'ai continué à reculer et à me diriger vers mon étui, et la prochaine chose que je sais, c'est qu'il courait de retour chez lui pendant que je pointais mon arme vers lui. S'il avait été à 1 centimètre plus près de la porte de ce type, je serais mort. Je l'ai signalé, et comme j'avais encore quelques connexions au département, j'ai réussi à faire arriver une voiture de patrouille assez rapidement. Le type avait environ 25 chiens à l'arrière de sa maison, tous volés, tous maintenus dans certaines des conditions les plus inhumaines que tu puisses imaginer. Ce que je pensais être un travail d'un après-midi s'est avéré être une grande affaire, avec des affaires de bien-être animal et quelques agents de la CSP rejoignant le défilé de véhicules garés devant la maison. Finalement, Oscar a été rendu à ses propriétaires et le criminel a finalement accepté un accord de plaidoyer qui incluait la restitution du reste des chiens à leurs propriétaires. Cela ne s'est pas bien terminé pour tous cependant. Certains des chiens avaient déjà été vendus, donc tous ne purent pas être restitués. L'impact que cela a eu sur les gens est également horrible. Si tu penses que les gens s'énervent pour un téléviseur volé, imagine comment ils se sentent quand ils aiment vraiment ce qu'on leur a volé. Cela te fait presque te sentir mal de prendre l'argent des gens quand les choses se terminent ainsi, mais tu dois mettre de la nourriture sur la table d'une manière ou d'une autre. Cela aide juste quand faire ce qui est juste et ce qui te rapporte le pain à la maison. Cher monsieur et madame Werner, j'espère sincèrement que ce courriel vous trouve bien, mais je crains d'avoir de mauvaises nouvelles concernant la disparition de votre fille. Selon mon dernier courriel, et grâce aux informations que vous avez déjà accumulées, j'ai retracé Wendy jusqu'au comté de Washoe, au Nevada.
Il semble que vous aviez raison de supposer qu'elle voyage avec d'autres personnes, bien que le département de police de Topeka ait peut-être eu raison de dire qu'elle était en leur compagnie de son plein gré. Je sais que vous avez fermement insisté à plusieurs reprises sur le fait que votre fille a été enlevée, mais je ne peux pas écarter la possibilité que votre déclaration précédente n'ait pas été obtenue sous contrainte ou pression. Cependant, quelques détails supplémentaires ont émergé que vous voudrez peut-être considérer avant de poursuivre vos efforts pour ramener Wendy chez vous. Je comprends que la dernière année a été très éprouvante pour vous et que tout ce que vous désirez est que votre fille revienne auprès de vous. Mais à ce stade de l'enquête, je pense que la priorité devrait être de minimiser la souffrance de toutes les parties impliquées. Par conséquent, bien que ce ne soit pas strictement une demande de suspendre l'enquête, je vous prie de le considérer pour le bien de votre santé mentale collective. Basé sur les communications avec le département de police de Topeka, j'ai pu déterminer à la fois la description du véhicule dans lequel elle voyageait et celle de ses compagnons. Après cela, ce n'était qu'une question de retracer les données du téléphone portable de Wendy jusqu'à avoir une idée approximative de son emplacement, qui s'est avéré être un petit village appelé Sutcliffe sur la côte occidentale du lac Pyramide. Je comprends que je ne suis pas le premier détective privé que vous avez engagé et que Wendy a mal réagi à leur égard dans le passé, donc j'ai veillé à ne pas révéler ma présence jusqu'à ce que cela soit absolument nécessaire. J'avais les véhicules en vue, une fille qui correspondait approximativement à la description de Wendy, et tout ce que je devais faire était de procéder à une identification positive. J'avais même la photo récente qu'on m'avait fournie comme référence visuelle pour quand le contact se produirait, et la fille en question portait les mêmes chaussures de randonnée que celles que Wendy avait en quittant l'Ohio. J'étais à 99% sûr que c'était elle. Cependant, lorsque j'ai tenté de faire contact, j'ai commencé à remarquer certaines anomalies. Wendy ne répondait plus à son nom et cela ne semblait pas être un acte de défi. D'après mon expérience, il faut beaucoup de temps, parfois des années, pour qu'une personne puisse reprogrammer son cerveau en ce qui concerne son nom de naissance. Ainsi, le fait que Wendy se montre visiblement confuse lorsque je l'ai appelée par son nom de naissance est quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant. Il convient de noter qu'elle et ses compagnons ont tous deux insisté sur le fait que son nom était Chantico. Je ne suis pas sûr de la signification de ce nom pour vous, mais son choix pourrait donner un aperçu de son processus de pensée et de ses motivations, ou celles de ses compagnons. D'après ce que je peux dire, le nom est d'origine centro-américaine, mais cela n'est que pure spéculation de ma part, car je ne suis certainement pas un expert en linguistique. On m'a également dit que Wendy mesurait un peu plus d'un 55, mais la fille avec laquelle j'ai parlé ne mesurait pas moins d'un 65 ou d'un 67. Ma propre fille mesure un 67 et Wendy semble maintenant avoir une taille très similaire. Je vous assure que cela ne devait pas être une erreur d'identification de ma part, ni Wendy ne portait un type de coiffure ou de chaussures qui aurait pu lui donner de la hauteur. Elle portait les mêmes chaussures de randonnée qu'elle avait en quittant l'Ohio. Il n'y a qu'un nombre limité d'explications sur la manière dont cela pourrait être possible, et certaines sont considérablement plus plausibles que d'autres. Mais au lieu de spéculer, je pense qu'il serait plus prudent de ma part de respecter les limites de ma propre connaissance pour ne pas encore plus embrouiller l'enquête. Selon notre communication du 24 mai 2013, on m'a informé que les yeux de Wendy étaient bleus. Cependant, il semble qu'elle ait souffert d'une sorte d'infection oculaire, car l'iris et la pupille de son œil droit sont devenus noirs. Je comprends qu'il existe des lentilles de contact qui peuvent produire un effet similaire, donc cela peut ne pas être une source de préoccupation. Il est également possible que sa pupille droite ait été extrêmement dilatée pendant l'interaction, ce qui m'a donné l'impression que son œil avait changé de couleur. Je ne suis pas optométriste, donc je n'essaie pas de tirer des conclusions à partir de cela. Je le mentionne juste au cas où cela deviendrait pertinent plus tard. On m'a également informé que Wendy pouvait être identifiée par le petit tatouage en forme de cœur rose qu'elle a sur son poignet. Finalement, c'était la seule façon réelle de savoir que c'était la même fille. Elle avait le tatouage couvert par un bandage, mais je ne sais pas si le tatouage est en train d'être supprimé ou si elle le couvre simplement. J'ai essayé de faire une identification solide en essayant de voir le tatouage, mais comme on m'a averti, ma tentative de contact a immédiatement été accueillie par une réponse hostile. Par conséquent, le contact a été rompu immédiatement et je me suis retiré à une distance sûre d'observation. La dernière fois que j'ai vu Wendy et son groupe, ils se dirigeaient vers les montagnes par les routes en direction de Granite Peak. Ils sont peut-être encore au Nevada, mais il est tout aussi probable qu'ils aient traversé la frontière vers la Californie après avoir quitté Sutcliffe.
Si vous souhaitez continuer l'enquête, vous êtes évidemment libre de le faire, mais je crains que cela se fasse sans ma participation. Franchement, je ne pense pas que ce soit un cas pour lequel je sois qualifié. Cependant, je ne peux pas dire avec certitude de qui serait l'expérience qu'il devrait rechercher. Il semble impossible même de le considérer. Mais il semble qu'en plus des changements émotionnels drastiques que Wendy a subis, il y ait également eu une sorte de changement physique. Il pourrait y avoir des explications rationnelles à cela, mais comme je l'ai mentionné précédemment, ce ne sont pas des explications que je me sens qualifié pour donner. Monsieur et Madame Werner, au cours de mes années dans les forces de l'ordre et dans le travail d'enquête, je n'ai rencontré que 2 cas qui m'ont réellement effrayé, et celui-ci en fait partie. Je comprends que tout ce que vous voulez, c'est que Wendy rentre chez elle, et je ne dis pas cela pour vous alarmer, mais pour vous donner une attente réaliste de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Mais je pense que vous sous-estimez combien de Wendy vous récupéreriez réellement. C'est la première fois dans ma carrière d'enquêteur que je dois faire cela. Et s'il vous plaît, croyez-moi que je le fais avec le cœur lourd, mais je vous prie de cesser de chercher Wendy. Je crains que vous ne poursuiviez des réponses que peu de personnes sont en mesure de gérer, et ayant connu personnellement tous les 2 ces derniers mois, cela me fait de la peine de penser que vous essayez de supporter l'insupportable. Je vous souhaite bonne chance, et j'espère que vous trouverez tous 2 la paix à l'avenir. Avec mes sincères excuses, Robert Clancy, associé, Senior Taylor Payton Investigations, Kansas City, Missouri. Née à Chicago le 25 août 1965, Mia Catherine Zapata a montré une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Originalement influencée par des chanteurs de jazz et de R&B comme Billie Holiday, Ray Charles et Sam Cooke, Mia finirait par être attirée par un type de musique très différent, le punk rock. En 1984, Mia s'est inscrite dans une université des arts libéraux à Yellow Springs, Ohio. Et c'est là, avec 3 de ses amis proches, qu'ils ont formé un groupe appelé The Gits. En très peu de temps, The Gits ont développé un fidèle groupe de fans au sein de la scène punk underground locale, et le groupe a eu tellement de succès qu'il a décidé de poursuivre ses ambitions musicales à plein temps. À la fin de 1989, The Gits ont déménagé à Seattle, Washington, pour faire partie de la florissante scène grunge de la ville. Des musiciens contemporains disaient que leur style méritait un respect et un intérêt immédiat. Mia, en particulier, a été décrite comme une fille extraordinairement vibrante et talentueuse, avec une capacité unique à rassembler des personnes de différents intérêts et origines. Pendant un temps, il semblait que The Gits étaient destinés à de grandes choses, leur musique ayant capté l'intérêt de titans du grunge comme Soundgarden et Pearl Jam. Mais leurs rêves ont été violemment interrompus une nuit lors d'un incident qui choquerait le nord-ouest du Pacifique ainsi que toute la communauté musicale en général. La nuit du 7 juillet 1993, Mia avait passé la soirée à boire au Comet Tavern, dans le quartier de Capitol Hill à Seattle. Elle louait un appartement de type studio au sous-sol d'un immeuble voisin. Et le Comet était à seulement une rue de distance. Donc, après être rentrée chez elle en titubant, elle s'est arrêtée brièvement pour voir un ami qui vivait au 2e étage. Ce fut la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Quelques heures plus tard, le corps de Mia a été retrouvé près de l'intersection de la 24 avenue et de la South Washington Street dans le quartier central de Seattle. Elle avait été frappée, violée et étranglée, et on estime que son heure de mort était autour de 2h15 du matin. Comme elle n'avait pas d'identification sur elle à ce moment-là, les paramédics ne savaient pas qui elle était. Elle n'a été reconnue que lorsque le médecin légiste l'a examinée, car il était un grand fan de son travail. En fait, le médecin légiste avait vu The Gits en concert seulement quelques mois auparavant. Et là était Mia, allongée sur une table d'autopsie, froide au toucher. Le meurtre de Mia a choqué la communauté musicale de Seattle, certains disant qu'un climat général de peur et de défaite s'est installé après sa mort. Le Seattle Times a été cité en disant que la scène de Seattle a perdu son sens de l'invulnérabilité, un journaliste qualifiant l'incident de signal d'alarme. Nous étions toutes des femmes vraiment fortes, ouvertes et combatives, et nous refusons de nous voir comme des victimes, a déclaré une amie proche aux médias. Mais je pense que la mort de Mia a brisé ce mythe d'invulnérabilité pour nous. Cela nous a montré que ces choses pouvaient arriver à tout type de femmes. D'autres l'ont décrite comme une sorte de martyre féministe, affirmant qu'elle est devenue une icône du féminisme et de bien d'autres choses, comme si elle avait été une Riot Girl avant que les Riot Girls n'existent.
Le trio de grunge Nirvana a été tellement affecté par l'incident qu'il a aidé à recueillir 70 000 $ pour financer une enquête privée qui s'étendrait pendant les 3 années suivantes. Lorsque les fonds se sont épuisés, la plupart s'attendaient à ce que l'enquêtrice privée Lee Hyron abandonne simplement le cas. Mais elle s'était également tellement attachée à l'histoire de Mia qu'elle a continué à enquêter gratuitement. Cependant, en 1998, après 5 ans d'enquêtes policières et privées intenses, un détective de police a été cité disant « Nous ne sommes pas plus proches de résoudre le cas qu'immédiatement après le meurtre ». Les fans et les proches de Mia devraient attendre 20 ans pour un avancement solide dans le cas, et cet avancement est arrivé en 2003, lorsque le pêcheur de Floride Jesus Mesquia a été arrêté et inculpé sur la base de preuves ADN corroborées. Mesquia avait un passé de violence envers les femmes, y compris des incidents de violence domestique, de vol, d'agression et de violence physique. Toutes ses ex-petites amies, y compris sa femme au moment de son arrestation, avaient déposé des plaintes à son encontre. Il y avait également un rapport d'exposition indécente enregistré contre lui à Seattle dans les 2 semaines suivant le meurtre de Mia Zapata. Le seul problème auquel faisaient face les détectives des homicides était qu'il n'y avait aucun lien préalable connu entre Mesquia et Mia. Cependant, contrairement aux décennies précédentes, les détectives disposaient maintenant d'un outil relativement nouveau, les preuves ADN. Un profil ADN a été extrait à l'aide d'échantillons de salive trouvés sur les marques de morsures sur le corps de Mia. Ce profil biologique a été conservé en stockage jusqu'à ce que la technologie appropriée soit développée pour son extraction et son analyse complète. L'entrée initiale en 2001 n'a pas donné de résultat positif, mais l'ADN de Mesquia a été inscrit dans la base de données nationale CODIS, après son arrestation en Floride pour vol et violence domestique en 2002. Lors de son procès, Mesquia a maintenu son innocence, affirmant qu'il n'était pas près de Seattle la nuit en question, mais les preuves ADN étaient irréfutables, et il a été soutenu qu'il n'y avait qu'une chance sur 100 millions que l'agresseur de Mia ait un profil ADN identique à celui de Jesus Mesquia. Le procureur a soutenu que l'attaque était purement opportuniste, que Jésus avait vu Mia quitter le bar visiblement ivre et avait décidé de l'attaquer dans un accès impulsif. Comme Mia portait des écouteurs, elle était complètement inconsciente qu'une personne s'approchait d'elle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il est probable qu'elle ait déjà été à l'arrière du véhicule de Mesquia avant de réaliser ce qui se passait. Après l'avoir agressé et assassiné, Jésus a simplement laissé le corps de Mia au bord de la route, puis a fui la zone. Sur la base des preuves ADN présentées par le procureur et des antécédents criminels étendus de l'accusé, Jesus Mesquia a été reconnu coupable du meurtre de Mia en 2004 et a été condamné à 30 ans de prison. Il mourut finalement dans un hôpital de l'État de Washington le 21 janvier 2021, à l'âge de 66 ans. Mia, quant à elle, est enterrée au cimetière de Cave Hill dans sa ville adoptive de Louisville, Kentucky, et sa tombe continue d'être visitée par des fans de The Gits ainsi que par ceux qui ont été touchés par son héritage plus large. Après le meurtre de Mia, des amis et des fans ont fondé un groupe d'autodéfense qu'ils ont appelé Home Alive. Home Alive était une organisation caritative centrée sur les femmes qui proposait une variété de cours allant de la sécurité urbaine de base à l'utilisation de sprays au poivre et à l'application des arts martiaux. L'idée était d'apprendre aux femmes et aux filles non seulement à se défendre, mais à éviter des situations dangereuses en premier lieu. Home Alive a collecté des fonds par le biais de concerts de charité, ainsi que grâce aux contributions financières d'un large éventail d'artistes musicaux, y compris Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Heart. Toutes les personnes qui passèrent par le programme se souvenaient de Mia et comment sa mort inspirerait les autres à défendre leur vie et leur liberté contre ceux qui voudraient les leur enlever. Mais il y a une personne que nous devons retenir en rapport avec l'affaire de Mia, et c'est Lee Hyrin, l'enquêtrice privée qui a continué à travailler sur son cas bien après l'épuisement des fonds. C'est Lee qui a poussé à la collecte et au stockage des preuves ADN, et c'est Lee qui a insisté pour réanalyser l'ADN après l'échec initial à trouver une correspondance. Essentiellement, si ce n'était pas pour l'empathie et la générosité d'une courageuse enquêtrice privée, l'assassin de Mia Zapata aurait bien pu rester impuni. De tous les travaux étranges que j'ai réalisés en tant qu'enquêteur privé, il y en a un qui se démarque lorsqu'il s'agit d'appels étranges et effrayants.
J'ai su immédiatement que cela n'allait pas être un lundi typique dès que le client a mentionné une vieille horloge. Cette horloge avait été dans la famille du client pendant plusieurs générations et était évidemment une précieuse relique familiale, donc le client voulait en savoir plus à son sujet. Le seul problème était qu'il n'avait aucune idée par où commencer. Leur logique était « Pourquoi s'embêter comme des amateurs alors qu'ils pouvaient payer un professionnel ?» Heureusement, je bénéficie de ce genre de pensée pour maintenir les lumières allumées, donc bien que le travail soit un peu hors du commun, j'étais reconnaissant de l'avoir. Le passage de professionnel à curiosité personnelle s'est produit lorsque j'ai vu l'horloge pour la première fois. Je n'ai jamais été intéressé par les antiquités, ni par les horloges, ni par quoi que ce soit de ce genre, les voitures ont toujours été plus mon truc, mais laissez-moi vous dire, avant que nous ne sachions quoi que ce soit à son sujet, cette vieille horloge était quelque chose d'admirable. Elle était de la taille d'un grille-pain, peut-être pas très petite, ni très grande, mais le travail qui y avait été fait était vraiment impressionnant. Elle avait l'air aussi ancienne que belle. Je parle d'une apparence ancienne, et bien que le propriétaire ait dit qu'elle avait été fabriquée dans les années 1800, elle semblait beaucoup plus vieille, comme si elle allait se désintégrer dans vos mains. Mais malgré cela, étonnamment, elle était très résistante et semblait être faite d'une sorte de bois clair, peut-être une sorte d'érable qui avait été traité avec quelque chose pour qu'il ait l'air presque blanc brillant. Je ne pourrais pas commencer à décrire à quel point le design du cadran de l'horloge était incroyablement complexe, avec tout cet ivoire et cette perle, ou du moins je supposais que c'était de l'ivoire et de la perle. Le propriétaire a mentionné qu'elle venait probablement d'Europe, plus ou moins en même temps que sa famille, qui avait des origines allemandes et tchèques. Comme j'inclus les coûts de laboratoire dans mes honoraires, j'ai simplement emmené la vieille horloge à mon technicien de laboratoire pour qu'il fasse quelques tests. Ce genre d'analyse est très coûteux, mais mon technicien m'a dit qu'avec les tests qu'il ferait, il pourrait me dire exactement d'où venait le bois, ainsi qu'une idée approximative de quand l'arbre avait été abattu. Impressionnant, non ? Et il dit qu'il peut faire tout cela avec juste une éraflure du bois, si petite qu'elle n'affecterait pas l'intégrité de la façade de l'horloge. C'est une méthode incroyablement technologique avec des résultats incroyablement précis, mais cela prend du temps. Donc, après que mon technicien ait obtenu un échantillon du bois, il m'a dit qu'il me rappellerait probablement dans une semaine. Il m'a appelé 2 jours plus tard et m'a dit que ce n'était pas du bois du tout. C'était de l'os humain. Et ce n'est pas tout. Presque chaque partie de l'horloge consistait en une certaine variété d'anatomie humaine. Vous vous souvenez de l'ivoire et de la perle dont je vous parlais plus tôt ? C'était des dents humaines. Certaines des parties les plus délicates de l'horloge étaient faites d'un mélange de cheveux humains et de fibres d'ongles. Cela m'a mis dans la position inconfortable de devoir dire au client que j'allais appeler la police. Il y a une clause de criminalité dans tous mes contrats, ce qui signifie que si un aspect de mon travail penche du mauvais côté de la loi, j'ai le droit de me dégager de toute responsabilité pénale en informant directement la police de ce qui se passe. Je n'ai dû le faire qu'une seule fois auparavant. Et c'était lié à une affaire qui, franchement, n'est pas propre à être discutée ici. Mais à travers une enquête, je suis devenu essentiellement complice de kidnapping et de meurtre. Et laissez-moi vous dire que c'était un moment terrifiant pour moi. De toute façon, j'ai informé le client de mes intentions et ils ont été d'accord avec cela. Ils étaient aussi surpris que moi d'apprendre que le boîtier de l'horloge était fait d'os humain comprimé, dois-je ajouter. Cela avait l'air très différent d'un simple os de côte ou d'aile. Naturellement, il voulait aussi se dégager de toute responsabilité, donc après cela, il ne restait plus qu'à aller au poste de police local pour remettre l'horloge, car à ce stade, il ne s'agissait plus de l'origine de l'horloge, mais de celle de ses propriétaires. Ironiquement, l'horloge a été renvoyée au lieu de travail de mon technicien de laboratoire, parce qu'il m'a envoyé un message disant « Devine qui s'est réuni avec ton horloge en os ». Cela nous a fait rire, mais c'était aussi une bénédiction. Si la police avait l'intention de nous tenir dans l'ignorance, nous aurions un moyen de savoir ce qui se passait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon technicien de laboratoire disant que tous les tests avaient été effectués et qu'il n'y avait aucun profil d'ADN correspondant dans le CODIS ou dans le système national d'index ADN. En fait, les gars du laboratoire ont conclu que, probablement, la personne à qui appartenaient les os était morte avant même que les États-Unis ne deviennent un pays. Donc, à moins que mon client n'ait une machine à voyager dans le temps, il était clair qu'ils étaient innocents de tout acte répréhensible. Après cela, la police se trouvait à un carrefour. Apparemment, ils auraient pu poursuivre des accusations, quelque chose concernant une ancienne loi fédérale régissant le transport de tissus humains,
mais comme il ne semblait pas y avoir de mauvaise foi ou d'attitude suspecte de la part de mon client, aucune accusation n'a été portée. Ensuite, la question était de savoir quoi faire des restes. Officiellement, mon client était essentiellement le tuteur légal de cette personne décédée. Ils ont dû décider s'ils ramenaient simplement l'horloge chez eux ou s'ils voulaient que les restes soient incinérés et inhumés comme un John Doe dans un cimetière voisin. Personnellement, il y a certainement eu un temps dans ma vie où j'aurais pensé « laisse tomber, prends l'horloge et mets-la sur eBay pour les antiquités ». Quelque chose comme ça doit exister, non? Après tout, restes humains ou non, et risquant de sonner comme Indiana Jones, cette chose aurait vraiment dû être dans un musée ou quelque chose comme ça. Mais, comme mes clients le voyaient, soit les os appartenaient à un ancêtre d'eux, auquel cas ils devaient être enterrés, soit les os n'avaient rien à voir avec la famille, auquel cas ils méritaient encore d'être enterrés. Je pense que c'était définitivement la bonne décision. Mis à part la cupidité, je ne voudrais pas que mes restes soient passés de main en main et admirés comme une curiosité. Ainsi, cela a été fait. L'horloge en os a été incinérée et enterrée sous le nom de John Doe. Et, pour tous les effets, l'affaire a été résolue. La seule chose qui reste à se demander est comment diable l'horloge en os a été créée en premier lieu. Honnêtement, j'espère que c'était le dernier souhait d'un horloger mourant que son corps soit transformé en quelque chose qui dure 3 ou 4 vies. Si c'était le cas, il a certainement obtenu son souhait, du moins pendant un temps. Mais ensuite, il y a des pensées beaucoup plus étranges qui m'envahissent lorsque je laisse mon esprit vagabonder. Parce que, et si ce type n'était pas en train de mourir quand ils ont pris ses os? Et si tout cela avait été pour transformer une personne parfaitement saine en une maudite horloge? Peut-être comme punition, peut-être était-ce une sorte de rituel effectué contre sa volonté. Je préfère ne pas envisager la seconde option. En fait, j'essaie de ne pas penser trop à l'horloge en os, car chaque fois que je le fais, cette même pensée revient dans ma tête. Maintenant, les sons que cette horloge a dû émettre à un moment donné étaient moins des tintements et plus des cris. Dans les premières heures du 7 juin 1998, une brutale invasion domiciliaire à Barberton, Ohio, a choqué tout le cœur des États-Unis. Judy Johnson, âgée de 58 ans, et sa petite nièce, Brooke Sutton, âgée de 6 ans, ont été attaquées par un intrus violent pendant leur sommeil. Judy dormait sur le canapé du salon à ce moment-là, ce qui a permis à l'intrus de l'embusquer avec une attaque épouvantable et avide de sang, qui ne s'est arrêtée qu'une fois qu'il l'a étranglée jusqu'à la mort. Cependant, le bruit a réveillé Brooke, âgée de 6 ans, qui a été complètement traumatisée par ce qu'elle a vu. Je me suis levé du lit, je suis allé dans la cuisine, et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un homme dans la cuisine, a déclaré plus tard Brooke, mais j'avais peur. Alors je suis retourné en courant dans la chambre. Ensuite, Brooke a dit qu'elle s'était cachée sous sa couette, faisant semblant de dormir, mais son stratagème ne l'a pas sauvée du mal qui était entré dans sa maison cette nuit-là. L'intrus mystérieux est entré dans la chambre et a frappé Brooke au visage. Une fois inconsciente, Brooke a été frappée continuellement, subissant une petite coupure à la gorge dans le processus. On pense que cela était le résultat de la tentative de son agresseur de la tuer, mais qu'il a changé d'avis à la dernière minute. Par un miracle, Brooke a survécu à une attaque aussi horrible qu'elle a dû compartimenter pour préserver sa santé mentale. En essence, elle ne se souvenait de rien de l'attaque et s'est réveillée environ 7 heures plus tard pour découvrir que le cadavre de sa tante était toujours étendu sur le canapé où elle avait dormi. Ne sachant quoi faire, Brooke a appelé un voisin et a laissé le message suivant sur son répondeur. « Je suis désolé de vous dire cela, mais ma grand-mère est morte et j'ai besoin que quelqu'un aille chercher ma maman pour moi. Je suis seul, quelqu'un a tué ma grand-mère. S'il vous plaît, pourriez-vous me contacter dès que vous le pouvez? Au revoir. » Ensuite, Brooke a marché jusqu'à la maison de sa voisine Tanya Brazal, qui a dit à la petite fille battue et ensanglantée d'attendre sur le porche pendant environ 45 minutes jusqu'à ce qu'elle puisse l'emmener chez elle. Quand elle l'a enfin fait, elle a également été confrontée à une scène de violence grotesque. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a immédiatement commencé à interroger Brooke et, pour son horreur, lorsqu'on lui a demandé si elle avait une idée de qui aurait pu être son agresseur, elle a répondu par l'affirmative. Brooke a déclaré que l'assassin de sa tante ressemblait au tonton Clarence, une référence au gendre de Judy Johnson, Clarence Elkins, âgé de 35 ans. Brooke a répété cette affirmation à plusieurs reprises, affirmant même que l'agresseur avait le même son que Clarence. Cependant, des années plus tard,
elle a admis qu'elle n'était pas si sûre. « Je n'étais tout simplement pas sûre si c'était le tonton Clarence ou non », a déclaré Brooke, mais j'avais trop peur de dire autre chose. Basé sur son témoignage, Clarence Elkins a été arrêté comme le principal suspect du meurtre de sa propre belle-mère. Au procès, le procureur a soutenu que Clarence avait tué sa belle-mère après qu'elle se soit immiscée à plusieurs reprises dans son mariage avec sa fille, Melinda. Encore une fois, le témoignage de Brooke, âgé de 6 ans, a été utilisé pour identifier Clarence comme l'agresseur et les procureurs ont insisté sur l'angle du « il lui ressemble, il sonne comme lui », jusqu'à ce que le jury soit convaincu de le condamner. En conséquence, Clarence Elkins a été reconnu coupable d'une série de chefs d'accusation en juin 1999 et condamné à 2 chaînes perpétuelles consécutives par un juge qui n'avait aucune expérience préalable dans les procès pour meurtre. D'une manière ou d'une autre, le jury a complètement ignoré le fait que le témoin vedette de l'accusation était une fillette de 6 ans. Ils ont également ignoré l'absence totale de preuves scientifiques liant Clarence à la scène du crime. En effet, des cheveux ont été trouvés sur le corps de Judy qui ont été déterminés comme appartenant à l'assassin. Cependant, la possibilité qu'ils proviennent de Clarence a été complètement écartée après qu'un test ADN a donné un résultat négatif. Le jury semblait également ignorer le fait que Clarence avait un alibi parfait. Il a dit à la police que la nuit du meurtre, il avait bu avec des amis avant de rentrer chez lui vers 2h30 du matin, ce que ses amis et sa femme, Melinda, ont confirmé. Puisque le meurtre a eu lieu entre 3h du matin et 5h du matin, cela écartait essentiellement Clarence comme l'assassin. Malgré tout, le ministère public a construit un argument si convaincant que le jury a ignoré de grandes quantités de preuves en faveur d'une narration scandaleuse mais discutable. Pour Clarence et Melinda Elkins, c'était un cauchemar éveillé. Tous deux savaient que Clarence était innocent et qu'une horrible injustice s'était produite. Mais connaître la vérité était une chose et la prouver devant la loi en était une autre. Après la condamnation, Clarence et Melinda ont commencé leur propre enquête sur le meurtre de Judy Johnson et ont engagé un enquêteur privé nommé Martin Yant. Martin s'était forgé une réputation en aidant à l'exonération de nombreux accusés condamnés à tort, et les Elkins espéraient qu'il pourrait faire de même pour Clarence. Au cours de leur propre enquête privée, les Elkins ont découvert des preuves qui démontraient au-delà de tout doute que Clarence était innocent du meurtre. Cette nouvelle preuve a guéri les fractures dans les familles Johnson et Elkins, qui avaient été amèrement divisées depuis le jour de la condamnation. 3 ans après le procès initial, Brooke Sutton a fait une déclaration officielle disant qu'elle ne pouvait pas avoir été Clarence. « La personne qui a fait du mal à Mima et à moi avait des yeux marrons, et Clarence a les yeux bleus », a-t-elle dit. La pièce maîtresse de la preuve du ministère public était maintenant complètement discréditée. Cependant, les familles ont été horrifiées lorsque leur demande d'appel a été rejetée. Malgré les preuves écrasantes de l'innocence de Clarence, le juge en charge était convaincu que la réconciliation familiale avait amené Brooke à être entraînée à changer son témoignage. Sur ce fondement, il a refusé de permettre un nouveau procès. Clarence et Melinda étaient stupéfaits par ce développement, mais leur détermination n'a pas vacillé, et bien que les autres se sentent découragés par la décision, le couple a continué à travailler pour la justice qu'il méritait tant. Après le verdict négatif de l'appel, et suivant les conseils de l'enquêteur privé Martin Yant, les Elkins ont commencé une longue bataille légale leur permettant d'accéder aux preuves ADN récupérées sur la scène de crime. Melinda Elkins a ensuite emporté les échantillons dans un laboratoire ADN au Texas, qui les a analysés à moitié prix, 25 000 $ au lieu de son tarif normal. Ces tests ont exclu de manière concluante Clarence de la scène du crime, car aucune fibre ne correspondait à son ADN. Cependant, dans une autre erreur bureaucratique nauséabonde, la juge Judy Hunter a statué que, puisque le jury l'avait condamné sans preuve ADN, il l'aurait condamné même si l'ADN ne correspondait pas. Essentiellement, Clarence ne serait exonéré que si le véritable assassin était identifié et arrêté. Pour tous les effets, Melinda Elkins avait été assignée à une tâche que personne ne devrait avoir à assumer, résoudre le meurtre de sa propre mère. Beaucoup d'autres pourraient trouver cette tâche trop sombre pour la supporter, mais Melinda Elkins est restée ferme. Elle savait au plus profond de son cœur que son mari était innocent et que sa persévérance porterait un jour ses fruits. De plus, il ne s'agissait pas simplement de laver le nom de Clarence. Elle devait trouver le monstre qui avait tué sa mère. Melinda a examiné son enquête initiale sur le meurtre, revenant interroger Brooke sur les événements de ce matin-là.
C'est alors que Brooke a mentionné son interaction avec Tanya Brazal, la voisine à laquelle elle s'était adressée dans son état de choc. Tanya avait fait attendre Brooke sur le porche pendant près de 45 minutes avant de finalement l'emmener chez elle, et cela après que la petite lui avait clairement fait comprendre qu'un meurtre avait eu lieu. Tanya a excusé son comportement en disant qu'elle devait terminer de préparer le petit déjeuner pour ses enfants et qu'il n'avait pas de sens de tout laisser si Judy Johnson était déjà au-delà de tout espoir. Cela a évidemment soulevé un grand drapeau rouge pour Melinda Elkins, qui était déterminée à comprendre pourquoi Tanya semblait si indifférente à l'arrivée d'une petite fille battue et ensanglantée à sa porte. Melinda a découvert que, bien que Tanya vivait seule avec ses 3 enfants, elle avait un mariage de fait avec une personne nommée Earl Mann. Né à Melbourne, en Floride, Earl avait des antécédents de vol violents et avait été précédemment condamné pour abus d'enfants. Tanya avait apparemment dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec Earl et qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années, mais Melinda a poursuivi ses recherches. Elle a finalement découvert qu'Earl était un ancien détenu et qu'il avait non seulement été condamné pour meurtre, mais qu'il avait été libéré de prison seulement 2 jours avant que sa mère ne soit assassinée. Melinda se mit à la recherche d'Earl et apprit qu'il était emprisonné au centre correctionnel de Mansfield, à environ 100 km au sud-ouest de Cleveland, la même prison où Clarence purgeait sa propre peine. Melinda prit rapidement contact avec son mari et lui confia une mission très inhabituelle. Elle avait besoin de voler un objet appartenant à Earl Mann, plus spécifiquement quelque chose ayant son ADN. Clarence observa attentivement les habitudes et les comportements d'Earl et, au début, prévut de voler un vêtement de sa lessive en prison. Mais Clarence remarqua quelque chose chez Earl qui pourrait signifier la réponse à ses prières. Chaque fois qu'il était dans la cour de promenade, Earl fumait des cigarettes. Clarence savait qu'il y avait une excellente possibilité que la salive d'Earl laisse des traces d'ADN sur les mégots de ses cigarettes. Mais trouver un mégot parmi tant d'autres et le prendre sans éveiller de soupçons était une toute autre affaire. Un jour, dans la cour de promenade, Clarence s'approcha d'Earl de manière décontractée pendant qu'il fumait. Lorsque Earl était sur le point de finir sa cigarette, Clarence l'observa avec attention, fixant le mégot qu'Earl laissa tomber dans la terre. Ensuite, lorsque le condamné s'éloigna, Clarence se mit en position et fit semblant de se lasser les chaussures tout en ramassant le mégot encore chaud. Clarence remit le mégot de cigarette à l'avocat de la famille, qui l'envoya pour analyse, et les résultats qui revinrent changèrent tout. C'était une coïncidence, ce qui prouvait une bonne fois pour toutes que Clarence Elkins était innocent du meurtre de sa belle-mère. Après l'arrestation d'Earl Mann, la police réinterrogea sa compagne de fait, Tanya Brazal, et ils étaient particulièrement intéressés de savoir pourquoi elle avait mis si longtemps à répondre à l'appel de la traumatisée Brooke. Il s'avéra qu'elle n'était pas seulement occupée à préparer le petit déjeuner, mais qu'Earl Mann était présent dans la maison ce matin-là lorsque Brooke était arrivée à la recherche d'aide. Tanya dit à la police que, aussi désireuse qu'elle fût d'appeler le 911, Earl l'avait menacée de violence si elle laissait même Brooke entrer dans la maison. Tanya affirma plus tard que la seule raison pour laquelle elle était restée silencieuse concernant le comportement suspect de son mari était que Brooke avait désigné son oncle Clarence comme l'assassin. Malgré le fait qu'elle ait été, en théorie, complice de meurtre, Tanya n'a jamais été accusée d'aucun crime. Incroyablement, même face à des preuves ADN convaincantes, le procureur local refusa de libérer Clarence Elkins de prison. Une conférence de presse fut organisée avec des responsables de haut rang des forces de l'ordre condamnant la terrible injustice qui avait été commise. La couverture médiatique continua de susciter l'indignation publique jusqu'à ce qu'enfin, le 15 décembre 2005, Clarence Elkins soit officiellement déclaré innocent et libéré de prison peu après. 3 ans plus tard, Earl Mann plaida coupable des charges d'homicide aggravé pour la mort de Judy Johnson. Il fut condamné à 55 ans de réclusion criminelle à perpétuité et ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant d'avoir 92 ans. Clarence Elkins reçut une compensation de l'État de l'Ohio de peu plus d'$1 million, mais ensuite il intégra le département de police de Barberton, assurant une restitution additionnelle de $5 millions. Malheureusement, son mariage avec Melinda ne survécut pas à cette terrible expérience et ils divorcèrent en septembre 2006, moins d'1 an après sa libération. Cependant, il convient de noter que la séparation fut très amicale et que le couple reste de proches amis jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est un miracle qu'ils aient réussi à rester ensemble si longtemps après que l'un ait été accusé d'avoir tué la mère de l'autre, et le fait que Melinda ait essentiellement résolu le meurtre de sa propre mère témoigne de sa force de caractère.
Nous ne pouvons qu'espérer que Melinda et Clarence aient trouvé la paix et la justice qu'ils méritaient tant. Mon nom est Gerald et je travaille comme détective privé depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, j'ai résolu des affaires de toutes sortes, infidélité, fraude commerciale, disparition de routine et même des affaires liées au vol d'animaux de compagnie. Bien que chaque affaire apporte son propre niveau de difficulté et de risque, avec le temps, on apprend à rester distant, à ne pas s'impliquer émotionnellement. C'est une partie du travail. L'objectivité est notre meilleur outil, et sans elle, on risque de se faire dévorer par le désespoir ou l'impuissance. Et crois-moi, dans ce domaine, il est facile de se perdre. Mais jamais, durant tout ce temps, je n'avais eu une affaire comme celle que je vais vous raconter. Cette affaire a tout changé pour moi, dans plus d'un sens. Parfois, je me demande si j'aurais dû laisser passer, si j'aurais simplement dû refuser et prendre un autre travail. Peut-être que, si j'avais fait cela, je pourrais dormir la nuit. Mais il y a des décisions qui, une fois prises, changent le cours de votre vie d'une manière irréversible. C'est ce genre de décision. Cette affaire m'empêche de dormir. Tout a commencé d'une manière qui semblait assez ordinaire, comme n'importe quelle autre affaire que j'ai gérée. J'ai reçu un appel d'une femme qui me demandait de l'aide pour retrouver sa fille disparue. La façon dont la mère me parlait au téléphone, cependant, m'a mise en alerte dès le début. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de désespoir étouffé, presque résigné, qui m'a perturbé. Elle m'a dit que sa fille, Allison, âgée de 14 ans, avait disparu depuis 2 semaines. Elle était sortie une nuit pour aller à une fête avec des amis dans le village voisin et n'était pas revenue. La police, bien qu'elle ait lancé une enquête, semblait ne pas lui accorder l'importance qu'elle espérait. Le protocole de base avait été suivi, affiches de recherche, quelques interviews, mais au-delà de cela, rien. La première chose qui a attiré mon attention a été la durée. 2 semaines sans nouvelles de sa fille, et la police n'avait rien trouvé. Ce n'était pas normal. Elle m'a dit qu'elle avait parlé aux amis d'Allison, et aucun d'entre eux ne pouvait lui donner d'informations concrètes sur l'endroit où avait eu lieu la fête ou qui l'avait organisée. Cela me semblait suspect. Les fêtes d'adolescents sont généralement assez publiques de nos jours, surtout avec les réseaux sociaux. Il est rare qu'un groupe entier d'adolescents garde le silence sur une telle chose. Je me suis rendu compte que je devais agir rapidement avant que la piste ne se refroidisse plus qu'elle ne l'était déjà. J'ai commencé mon enquête par les bases. J'ai parlé aux amis d'Allison, un par un. Au début, je pensais que c'était le cas typique d'une adolescente qui s'était échappée pour une folie juvénile, probablement pour rester avec un petit ami ou avec des amis quelque part. Mais rapidement, je me suis rendu compte que quelque chose de plus sombre se passait. Aucun des amis d'Allison ne voulait vraiment parler de la fête. Tous semblaient nerveux quand je les interrogeais. Leurs réponses étaient vagues, comme s'ils avaient peur de me dire la vérité. Je leur ai demandé qui avait organisé la fête, où elle avait eu lieu exactement, mais les réponses qu'ils m'ont données n'avaient pas de sens. On aurait dit qu'ils ne voulaient pas que je retrouve Allison, et cela ne faisait que renforcer mes soupçons. J'ai décidé de suivre une autre piste. J'ai examiné les réseaux sociaux d'Allison, mais il n'y avait aucune activité récente. J'ai contacté quelques personnes qui auraient pu avoir des informations, mais personne ne savait rien de concret. Je commençais à me sentir frustré, mais je savais que le travail d'un détective privé demande de la patience. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas identifier, mais qui me maintenait en alerte. J'étais sûr que je ne faisais pas face à une simple fugue adolescente. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Après plusieurs jours à poser des questions, j'ai enfin trouvé une piste. Un jeune du village, un adolescent d'environ 16 ans, m'a donné un détail qui changerait complètement le cours de l'enquête. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de fêtes qui se tenaient dans une vieille ferme au sud du village. Le garçon m'a parlé à voix basse, presque comme s'il avait peur que quelqu'un nous entende. Sa peur était palpable, et cela m'a mis mal à l'aise. Il m'a dit que ces fêtes n'étaient pas comme les fêtes d'adolescents habituelles. Il y avait des adultes impliqués, des gens qui ne venaient pas du village, des gens que personne ne connaissait vraiment. Apparemment, ces personnes apportaient de l'alcool, des drogues et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'a pas pu ou voulu m'expliquer. « Que se passe-t-il à ces fêtes ?» lui ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux, essayant de ne pas l'effrayer, mais suffisamment ferme pour obtenir une réponse sincère. Le garçon a évité mon regard, ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il me disait « Je ne sais pas, mais Allison était à l'une d'elles. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'incertitude. Quelque chose dans la façon dont il l'avait dit me glaça le sang.
Ce qui se passait à ces fêtes n'était rien de bon, et je le savais. Je décidai d'aller à la ferme et de jeter un œil par moi-même. La ferme se trouvait à la périphérie du village, entourée de champs vides et d'arbres secs. C'était le genre d'endroit où l'on ne se rendrait pas à moins de savoir exactement où il se trouvait. La route qui y menait était à moitié cachée par la végétation, et la maison elle-même semblait abandonnée à première vue. Cependant, quand je m'approchai suffisamment, je vis plusieurs voitures garées derrière la ferme, cachées des regards. Il y avait quelque chose d'étrange dans la situation. Les voitures ne correspondèrent pas à l'environnement. Certaines étaient des véhicules coûteux, de luxe, qui n'avaient pas de sens dans un endroit aussi isolé et dans un si petit village. Je restais à observer à une distance prudente, caché parmi les arbres. J'avais l'espoir que cette observation me donnerait plus d'indices sur ce qui se passait là-bas. Les heures passèrent lentement et rien ne se produisit. Je pensais peut-être avoir fait une erreur, que je poursuivais des fantômes. Mais juste au moment où je me préparais à partir, je vis quelque chose qui changea tout. Une fourgonnette noire apparut à l'entrée de la ferme. De celle-ci descendirent deux hommes, grands et robustes, qui portaient quelque chose ou quelqu'un couvert d'une couverture. Je ne pouvais pas bien voir ce que c'était, mais mon instinct me criait que ce n'était rien de bon. Je restais figé, déchiré entre le désir de continuer à observer ou d'intervenir. Je savais que je ne pouvais pas agir seul. Je n'avais pas assez de preuves, et si je faisais quelque chose d'imprudent, je pourrais mettre quelqu'un en danger. Mais la sensation que quelque chose d'obscur se passait là-bas ne me laissait pas en paix. Je retournai à ma voiture, conduisis de nouveau vers le village et restai à penser à ce que j'avais vu toute la nuit. L'image de ces deux hommes portant quelque chose, ou quelqu'un sous cette couverture me hantait, et bien que j'essaie de me convaincre que ce n'était peut-être pas ce qu'il semblait, je savais au fond de moi que quelque chose de terrible se passait dans cette ferme. Le lendemain matin, je contactai la mère d'Alison et lui racontai ce que j'avais découvert jusqu'à ce moment-là. J'essayais d'être aussi prudent que possible avec mes mots. Je ne voulais pas l'alarmer inutilement, mais je ne pouvais pas non plus lui cacher la gravité de ce que j'avais vu. En écoutant ce que je lui racontais sur la ferme, son ton de voix changea. Elle me confia qu'Alison lui avait mentionné quelque chose au sujet d'aller à une fête à la ferme avant de disparaître, mais à ce moment-là, elle n'y avait pas prêté trop d'attention. Maintenant, ce petit détail prenait un poids terrifiant. Je savais que je ne pouvais pas affronter cela seul, alors je décidai de contacter deux anciens collègues de mes jours à la police. C'étaient des hommes de confiance, des durs, avec qui j'avais travaillé auparavant sur des affaires complexes. Je leur expliquai la situation et, sans poser trop de questions, ils acceptèrent de m'aider. Ils savaient que lorsque quelque chose ne me laissait pas en paix, c'était parce qu'il y avait plus que ce qu'il semblait à première vue. Cette nuit-là, nous retournâmes tous les trois à la ferme, mais cette fois-ci, nous étions préparés au pire. Nous nous garâmes à quelques centaines de mètres, cachés parmi la végétation, observant avec des jumelles ce qui se passait. Vers 10 heures du soir, les voitures commencèrent à arriver, une après l'autre. La sensation dans mon estomac se retournait tandis que je les comptais. Il y avait au moins une douzaine de véhicules, et ce n'étaient pas les types de voitures que l'on s'attendrait à voir dans un endroit comme celui-ci. Il y avait des voitures luxueuses, des SUV noirs et des berlines qui criaient argent et pouvoir. Nous attendîmes en silence, retenant notre respiration, tandis que les silhouettes sortaient des voitures. Et ce que je vis ensuite était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce que je vis cette nuit-là à la ferme est quelque chose que j'aimerais pouvoir oublier, mais il n'y a aucun moyen d'effacer ce qui est gravé dans ma mémoire. Les voitures se garaient en silence, leurs portes s'ouvraient et des personnes descendaient avec des mouvements calculés, presque rituels. Ce qui me frappa le plus fut que la majorité de ceux qui arrivaient n'étaient pas des adolescents ou des jeunes, comme on pourrait s'y attendre à une fête clandestine. Non, c'étaient des adultes, des hommes et des femmes d'âge moyen, habillés de manière discrète, mais avec la confiance de ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Ce qui suivit me glaça le sang. De l'arrière d'un des véhicules sortit un homme grand et corpulent, accompagné d'un autre individu, plus petit mais tout aussi intimidant. Il portait quelqu'un entre eux, une silhouette petite et courbée, avec la tête couverte par un sac ou une couverture. Je ne pouvais pas bien voir depuis ma position, mais il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un adulte. La taille du corps, les mouvements maladroits, c'était un enfant. Je le sus à cet instant. Je savais que cette fête n'était pas ce qu'elle semblait. C'était quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dangereux. Les rumeurs, les éludes des adolescents,
les voitures de luxe dans une ferme délabrée au milieu de nulle part. Tout commençait à s'imbriquer dans un puzzle horrible que je ne voulais pas terminer d'assembler. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Les enfants étaient amenés à cet endroit pour une raison, et ce n'était pas bonne. Je regardais mes collègues, qui avaient également perçu la gravité de la situation. Ce étaient des types expérimentés, endurcis par des années de travail dans la police. Mais dans leurs yeux, je vis la même inquiétude que je ressentais dans ma poitrine. Nous savions que si nous voulions sauver ces enfants, nous devrions agir rapidement, mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas nous précipiter sans plan. Nous n'étions pas face à de simples criminels. Ce étaient des individus dangereux, organisés et probablement armés. Nous décidâmes de continuer à observer un peu plus, collectant toutes les informations possibles avant d'agir. Nous devions voir combien d'enfants il y avait, combien d'adultes, combien d'armes, et surtout ce qu'ils faisaient. Le temps passait lentement et la tension dans l'air était palpable. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, de plus en plus d'enfants étaient amenés à l'intérieur de la ferme. Les voitures continuèrent d'arriver, déchargeant plus de victimes, et il devenait de plus en plus clair que nous étions témoins de quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple fête clandestine. Ce qui se passait dans cette ferme n'était pas un crime ordinaire. C'était de la traite des êtres humains, et les victimes étaient des enfants. Mon estomac se retournait à chaque nouvelle voiture qui arrivait, à chaque enfant qui disparaissait derrière la porte de cette ferme. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce qui se passait derrière ces murs. L'impuissance d'avoir à attendre et à observer, de ne pas pouvoir intervenir immédiatement, me rongeait. Je savais que le temps était essentiel, mais je savais aussi qu'une action précipitée pourrait tout faire s'effondrer. Nous devions nous assurer de pouvoir sauver le plus grand nombre possible. Pendant que nous attendions, mon esprit revenait encore et encore à Allison, la fille que nous étions venus chercher. Était-elle parmi ses enfants? L'avait-il amenée à cette ferme dans le cadre de ce réseau de trafic de mineurs? Je savais que la réponse était probablement oui, et cela me remplissait d'un sentiment d'urgence et d'horreur que j'avais rarement expérimenté dans ma carrière. Enfin, après ce qui sembla être des heures d'attente et d'observation, nous décidâmes qu'il était temps d'agir. Nous avions suffisamment d'informations. Nous avions compté au moins 8 enfants et plus de 10 adultes. Nous savions que nous avions peu de chances d'affronter autant d'hommes s'ils étaient armés, mais nous ne pouvions plus attendre. Je ne pouvais plus continuer à voir ces enfants emmenés vers leur perte sans rien faire. La décision était prise. Nous nous approchâmes furtivement de la ferme, l'entourant par un côté. La structure en bois vieille et pourrie semblait prête à s'effondrer à tout moment, mais ce qui se passait à l'intérieur était un enfer bien plus réel que tout délabrement physique. En nous approchant, nous entendîmes les murmures bas des adultes, les sanglots étouffés des enfants. Quelque chose de sombre se passait là-dedans, et chaque seconde qui passait sans agir, je sentais que nous faisions défaut à ces enfants. Mes collègues et moi avions apporté des armes, non pas parce que nous voulions les utiliser, mais parce que nous savions que nous aurions probablement besoin de nous défendre. Nous n'étions pas face à de simples délinquants. Nous étions confrontés à un groupe organisé, bien financé, et avec des connexions qui allaient au-delà de ce que nous avions imaginé au départ. Mais malgré cela, nous n'étions pas préparés à ce qui allait se passer ensuite. À mesure que nous nous rapprochions de la porte arrière de la ferme, l'un des hommes sortit de manière inattendue. Je ne sais pas s'il nous a entendus ou si c'était une pure coïncidence, mais il leva immédiatement une arme à feu et nous visa. L'adrénaline m'inonda, et ce dont je me souviens ensuite, c'est que le son d'un tir brisa l'air nocturne. Je ne sais pas qui a tiré le premier, lui ou l'un d'entre nous, mais le chaos éclata en une seconde. Des cris, des coups de feu, des corps se déplaçant dans l'obscurité, le craquement du bois sous nos pieds, tandis que nous tentions de gagner du terrain et d'atteindre les enfants. À l'intérieur de la ferme, la situation était pire que ce que j'imaginais. Les enfants étaient dans de petites chambres, certains enchaînés, d'autres les mains liées. Leurs yeux reflétaient la peur pure, et tout ce que je pouvais penser était de les sortir de là le plus vite possible. Nous réussîmes à libérer plusieurs d'entre eux, les faisant sortir à l'arrière de la ferme pendant que mes collègues retenaient les hommes qui avaient commencé à nous tirer dessus. Mais au milieu du chaos, nous n'avons pas pu tous les sauver. Les coups de feu ne cessaient pas, et chaque seconde qui passait semblait indiquer que nous perdions le contrôle de la situation. Bien que nous ayons réussi à sortir quelques enfants, d'autres restaient piégés, et il n'y avait pas assez de temps pour les libérer tous. Je me souviens de leurs cris, des yeux terrifiés suppliant de l'aide, mais nous savions que si nous restions plus longtemps, nous ne sortirions pas vivants.
C'était une décision qui me hante encore aujourd'hui. Nous avons dû laisser certains derrière nous. La police arriva quelques minutes plus tard, mais à ce moment-là, plusieurs des responsables avaient fui. L'opération continua pendant des jours, mais beaucoup des coupables réussirent à s'échapper, emmenant avec eux certains des enfants. Le réseau de trafic fut partiellement démantelé, mais on ne sut jamais l'ampleur totale de ce qui s'était passé dans cette ferme. Allison était parmi ceux que nous avons pu sauver, mais il y en avait d'autres qui n'eurent pas autant de chance. Nous avons pu libérer certains de ces enfants, mais chaque nuit, quand je ferme les yeux, les cris de ceux que nous n'avons pas pu sauver me hantent.